Il m'a abandonné au bord d'une route que je ne connaissais pas, en plein soleil de juillet, sans eau, sans téléphone chargé, sans rien. 67 ans, des genoux qui me font souffrir depuis 10 ans, et mon fils venait de redémarrer sa voiture en me regardant dans le rétroviseur. Il n'a pas ralenti, il n'a pas hésité. Il a juste appuyé sur l'accélérateur et il est parti. J'ai marché 5 heures sous ce soleil. 5 heures sur une route départementale, entre 2 champs de maïs, quelque part dans l'Essonne, à tenter de trouver un réseau pour appeler quelqu'un, n'importe qui. Un camionneur a fini par s'arrêter, m'a donné de l'eau, m'a déposé à l'arrêt de car le plus proche. J'ai pris le bus jusqu'à Évry, puis le RER, puis le métro jusqu'au 12e arrondissement où j'habitais depuis 32 ans. J'avais les pieds en sang dans mes sandales. Je sentais la sueur et la poussière et une honte que je n'avais pas encore comprise. Et quand je suis arrivée devant mon immeuble, rue du Faubourg Saint-Antoine, j'ai vu le camion. Un grand camion blanc garé en double file, haillons ouverts, et 2 hommes qui portèrent mon canapé. Mon canapé que j'avais acheté chez Roche-Beaubois il y a 20 ans, celui avec le tissu bordeaux que j'avais choisi moi-même un samedi après-midi de septembre. Ils portaient mon canapé vers le camion, et derrière eux je voyais ma commode, mes étagères, les cartons de mes livres. Je me suis arrêtée sur le trottoir, le souffle coupé, pas par la fatigue, j'avais dépassé la fatigue depuis longtemps, mais par quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à de la clarté. C'est à ce moment-là, sur ce trottoir, avec mes pieds qui saignaient dans mes sandales et la chaleur qui montait du bitume, que j'ai pris la décision qui a tout changé. Mais pour que vous compreniez ce que j'ai fait ensuite, il faut que je vous raconte comment j'en suis arrivée là. Comment une femme de 67 ans, institutrice retraitée, propriétaire de son appartement depuis 30 ans, s'est retrouvée un mardi de juillet à regarder ses meubles partir sur un camion pendant que son fils buvait probablement un verre de rosé quelque part en banlieue sud. Je m'appelle Françoise Mirel. J'ai 67 ans. J'ai passé 38 ans à enseigner le français et les mathématiques à des enfants de 6 à 11 ans dans une école primaire du 12e arrondissement. 38 ans à corriger des cahiers le soir, à préparer des leçons le week-end, à faire en sorte que les enfants des autres apprennent quelque chose qui leur servirait plus tard. J'ai cotisé 162 trimestres. Ma retraite, je l'ai gagnée centime par centime. Elle s'élève à 1 780 € par mois, auquel s'ajoute ma mutuelle enseignante que j'ai conservée après la retraite. Ce n'est pas une fortune. Mais c'est mien. Absolument, irréductiblement mien. L'appartement de la rue du Faubourg Saint-Antoine, je l'avais acheté en 1989, l'année où le mur de Berlin est tombé et où mon mari Gérard m'a annoncé qu'il partait avec une femme de son bureau. 2 événements historiques le même automne. L'un pour le monde, l'autre pour moi. J'avais payé cet appartement seul, avec le produit de la vente de notre ancien logement après le divorce, en rajoutant un crédit sur 15 ans que j'ai remboursé jusqu'au dernier euro. 87 mètres carrés au 4e étage, parquet qui grince dans le couloir, hautes fenêtres avec leurs volets en bois que je peins moi-même tous les 5 ans, un plafond avec des moulures que j'ai appris à aimer. J'avais payé cet appartement 54 000 € en 1989. Il en vaut aujourd'hui 360 000. Chaque euro de cette valeur, c'est du temps de ma vie. Chaque trimestre remboursé, c'est une semaine de leçons préparées. Mon fils s'appelle Julien. Il a 42 ans. Il est grand, brun, il a le regard de son père, un regard qui sait où se poser pour convaincre. Julien était un enfant brillant, curieux, drôle. Je l'ai élevé seul à partir de ses 11 ans, après le départ de Gérard. J'ai travaillé, j'ai économisé, j'ai refusé des vacances pour payer ses études. Il a fait Sciences Po Lyon, puis un master de droit des affaires. Il est aujourd'hui cadre dans un cabinet de conseil à Paris. Je suis fière de ce qu'il a accompli. J'étais fière. La fierté et la douleur peuvent coexister. J'ai appris ça récemment. Sébastien Ravel est entré dans la vie de Julien il y a 6 ans. Il avait alors 40 ans, divorcé une fois, sans enfant. Grand, bien habillé, avec cette façon de parler qui semble toujours légèrement au-dessus des autres. Pas assez pour qu'on lui en veuille, juste assez pour qu'on se sente un peu moins bien après. La première fois que Julien me l'a présenté, c'était pour un déjeuner un dimanche de novembre. Sébastien avait apporté une bouteille de Bourgogne, un Gevrey Chambertin premier cru que j'ai su après être à 90 €. Il savait exactement quel vin apporter. Il savait exactement comment serrer la main. Pas trop fort, pas trop mou, avec le contact visuel juste. Il m'a tutoyé immédiatement.
ce qui dans notre génération est une familiarité qui s'acquiert, pas qui se prend. Mais j'ai souri, et je l'ai tutoyé aussi, parce que Julien avait l'air heureux. Le déjeuner s'est passé avec des conversations élégantes. Sébastien connaissait le théâtre, la politique, le vin, l'architecture des villes. Il avait des opinions sur tout, des opinions bien formulées, construites pour donner l'impression d'être ouvertes alors qu'elles ne l'étaient pas vraiment. Il a commenté mon appartement avec admiration. Belle hauteur sous plafond, les moulures d'époque, un parquet de qualité, avec le regard d'un homme qui évalue, pas de quelqu'un qui apprécie. J'ai ressenti quelque chose ce jour-là. Quelque chose de petit, d'imperceptible, comme une légère odeur de brûlé dans une cuisine par ailleurs propre. Je n'ai rien dit. Julien était heureux. C'était ça qui comptait. Pendant les 2 premières années, les choses ont été normales, en surface. Julien et Sébastien habitaient ensemble dans un appartement du 15e arrondissement, loué au nom de Sébastien. Nous nous voyions 1 fois par mois environ, parfois plus. Sébastien était toujours charmant, toujours présent, toujours avec la bonne anecdote au bon moment. Mais progressivement, des petites choses ont commencé à changer. Julien a arrêté de m'appeler le dimanche soir comme il le faisait depuis des années. Quand je l'appelais, il répondait moins souvent. Et quand il répondait, j'entendais parfois Sébastien en arrière-plan qui disait quelque chose. Et la conversation changeait de tonalité. Il devenait plus court, plus expéditif. Il finissait par « Je dois te laisser, on a des gens ». Mon groupe du jeudi, nous marchions ensemble tous les jeudis matins, 6 femmes qui se connaissent depuis 20 ans, Régine, Yvette, Claudette, Marie-Hélène, Joël et moi. Julien a commencé à en parler comme d'une activité de personnes âgées qui n'ont rien de mieux à faire. Ce n'est pas ce qu'il disait, c'est la façon dont il soupirait quand je mentionnais la marche du jeudi. Une façon imperceptible, mais présente. Sébastien, lui, ne soupirait pas. Il souriait d'un sourire légèrement condescendant en disant « Ah oui, ton club de marche, c'est mignon ». Puis il y a eu la question de l'appartement. Ça a commencé par une conversation 18 mois après que Sébastien est entré dans notre vie. Un dimanche, chez moi, autour d'un agneau que j'avais préparé depuis la veille avec du romarin et de l'ail, l'appartement sentait bon. La table était mise avec la nappe blanche du dimanche. J'avais ouvert un Côte-du-Rhône que je gardais pour les occasions. Sébastien a commencé par des généralités. Le marché immobilier parisien, la folie des prix, comme il est difficile d'acheter aujourd'hui pour les jeunes générations. Puis, très naturellement, très fluidement, comme si c'était une évidence qui s'imposait à tout le monde. Tu sais, Françoise, avec la valeur de cet appartement, tu pourrais facilement financer ta retraite entière et même laisser quelque chose à Julien tout de suite plutôt qu'attendre. Il y a des structures juridiques très intéressantes pour organiser ça. J'ai demandé quelle structure. Il a parlé d'une SCI familiale, une société civile immobilière. L'appartement serait apporté à la société, les parts seraient réparties entre moi et Julien, et je continuerais à l'habiter tout en organisant la transmission du patrimoine de façon fiscalement avantageuse. Il avait l'air tellement raisonnable, tellement soucieux de mes intérêts. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Julien n'a rien dit pendant toute cette conversation. Il regardait ses mains. Pour comprendre Sébastien Ravel, et je tiens à ce que vous le compreniez, parce que comprendre comment quelqu'un devient ce qu'il est ne l'excuse pas. Cela rend seulement la colère plus précise. Il faut savoir qu'il vient de Béziers, d'une famille de la classe moyenne-basse, un père qui travaillait dans la distribution et une mère qui s'était consacrée entièrement à lui, fils unique et adoré. Il avait grandi en entendant que le monde était injuste, que les autres avaient plus que lui sans le mériter, que l'intelligence, et Sébastien était indubitablement intelligent, devait se battre contre un système qui favorise ceux qui ont le carnet d'adresse et la bonne adresse. Il était arrivé à Paris à 22 ans pour faire ses études de droit et le choc avait été réel. Ces jeunes gens qui parlèrent d'art, qui connaissaient les restaurants, qui portèrent des costumes qui ne venaient pas de H&M, qui avaient des appartements dans le 16e que leurs parents leur avaient donnés, ce monde-là l'avait à la fois fasciné et blessé d'une blessure qu'il n'avait jamais soignée. Il avait passé les 20 années suivantes à apprendre les codes, à les maîtriser, à devenir plus parisien que les Parisiens. Mais au fond, dans un endroit qui ne guérissait pas, il y avait un homme qui n'avait jamais oublié qu'il venait de Béziers et que les autres le savaient. Cette blessure, au lieu de l'ouvrir et de la soigner, il en avait fait une arme. Pas une arme bruyante, une arme précise et patiente. Il avait appris à repérer les gens qui avaient ce qu'ils voulaient et qui pouvaient être convaincus de le partager.
Pas à le donner, à le partager, progressivement, naturellement, selon une logique qui semblait aller dans le sens de tout le monde, jusqu'au moment où on réalisait que ça n'allait que dans un seul sens. Sa première femme, Delphine, je l'ai appris bien plus tard. Elle était avocate, propriétaire d'un appartement dans le 8e arrondissement. Leur mariage avait duré 4 ans. Au moment du divorce, l'appartement avait été hypothéqué pour financer une société que Sébastien avait créée, une société qui n'avait produit aucun bénéfice, mais qui avait produit beaucoup de dépenses. Delphine avait récupéré un appartement avec des dettes et une fatigue profonde. Elle n'avait pas porté plainte parce qu'elle n'avait pas eu la force et parce que Sébastien savait exactement combien de pression appliquer pour qu'on abandonne sans se battre. Son collègue Arnaud, qui le connaissait depuis les études, m'a dit plus tard « Mais ça, c'est pour plus tard dans l'histoire. Il a toujours été comme ça, Françoise. Il choisit les gens qui ont quelque chose qu'il veut et qui ne penseront pas à regarder ce qu'il fait vraiment, parce qu'ils lui font confiance. La confiance, c'est le mot. Sébastien savait que la confiance est le plus grand des patrimoines et que c'est aussi le plus facile à voler quand on sait comment s'y prendre. Les 2 années suivantes ont été une escalade progressive. Chaque conversation ramenait l'appartement, la SCI, les avantages fiscaux de la donation entre vifs. Chaque visite de Sébastien était accompagnée d'une nouvelle suggestion, toujours formulée avec bienveillance, toujours dans mon intérêt. J'ai commencé à moins inviter Régine et Yvette chez moi, pas parce qu'on me l'avait interdit, mais parce que Julien avait mentionné une fois que Sébastien trouvait que je passais beaucoup de temps avec des femmes de mon âge et pas assez de temps à penser à mon avenir. Cette formule, « penser à mon avenir », revenait souvent, comme si mon avenir était une menace dont il fallait s'occuper, pas un espace que j'habitais déjà. Et puis Julien, mon fils. Il avait commencé à reprendre le vocabulaire de Sébastien sans s'en rendre compte. « Maman, il faut que tu penses à l'avenir. Maman, tu ne peux pas rester seule dans cet appartement indéfiniment. Maman, Sébastien connaît très bien ces questions juridiques, il peut t'aider. » Une fois, je lui ai dit que je n'aimais pas la façon dont Sébastien parlait de mes amis. Il a soupiré et il a dit « Maman, tu dramatises toujours. C'est dans ta tête. Sébastien essaie juste de t'aider. C'est dans ta tête. » Cette phrase-là, je ne l'oublierai jamais, parce que c'est la phrase qui m'a réveillée. J'ai 40 ans de métier. J'ai appris à lire les enfants avant même qu'ils parlent, leur façon de se tenir, les petites tensions autour des yeux quand quelque chose ne va pas, les silences qui en disent plus que les mots. Et là, face à mon fils de 42 ans qui me regardait avec cet air de légère condescendance bien apprise, j'ai senti quelque chose se déposer en moi. Pas de la colère, pas encore. Quelque chose de plus froid et de plus utile. De l'observation. J'ai commencé à regarder. Vraiment regarder. J'ai remarqué que Sébastien, à chaque visite, ouvrait mon courrier posé sur la table de l'entrée, sans demander, d'un geste naturel, comme si c'était normal. J'ai remarqué que lors d'un déjeuner en famille, Julien, Sébastien, ma sœur Hélène et moi, il avait répondu à la place de Julien à une question qu'Hélène lui posait directement, et que Julien n'avait pas protesté. J'ai remarqué que chaque fois que j'exprimais une opinion différente de la sienne, Sébastien avait une façon de sourire et de regarder Julien. Un regard bref, presque imperceptible, comme si les deux partageaient un secret sur moi que je n'étais pas supposé voir. J'ai commencé à noter, pas d'une façon dramatique, juste un petit cahier bleu à spirale, le genre que j'utilisais pour mes préparations de classe. Date, ce qui s'est passé, ce qui a été dit, qui était présent. Je notais avec le même calme que j'aurais mis à corriger une dictée, sans émotion apparente. L'émotion, je la gardais pour les nuits, quand je ne dormais pas, et que j'écoutais le Paris nocturne par la fenêtre entr'ouverte, les voitures du boulevard, l'occasionnale sirène, le silence particulier des 4 heures du matin dans une grande ville. Si quelqu'un vous dit un jour que ce que vous vivez est dans votre tête, écoutez cette phrase très attentivement, pas pour la croire, pour comprendre ce qu'elle révèle sur celui qui l'a dit. Un samedi matin de novembre, la lumière était grise, froide, les toits en zinc mouillés par la pluie nocturne, Julien m'a appelé pour me demander si je pouvais signer quelques documents pour le notaire. Des documents pour la SCI dont nous avions parlé. J'ai demandé quel notaire. Il a dit que Sébastien avait un notaire de confiance. J'ai demandé quel notaire de confiance. Il a donné un nom, Maître Gauthier, à Boulogne-Billancourt. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Et le lundi matin,
J'ai pris le métro jusqu'au 9e arrondissement. Maître Isabelle Fontaine, avocate spécialisée en droit de la famille et protection des majeurs, cabinet au 3e étage d'un immeuble haussmannien de la rue de la Victoire. J'avais trouvé son nom en cherchant sur Internet, puis j'avais appelé l'Ordre des avocats de Paris pour vérifier son inscription. Le premier rendez-vous était payant, 120 € pour 1 heure. J'ai pris le rendez-vous sans hésiter. Elle m'a reçu dans un bureau avec des livres jusqu'au plafond, une fenêtre qui donnait sur les toits et une façon d'écouter qui m'a immédiatement mise en confiance. Elle prenait des notes sans me regarder constamment, ce qui m'a permis de parler sans avoir l'impression d'être observée. J'ai parlé pendant 40 minutes. Elle a posé des questions précises. À la fin, elle a posé son stylo et elle a dit « Madame Mirel, ce que vous décrivez s'appelle de l'emprise. Et dans votre situation, avec l'appartement au centre du dispositif, vous avez raison de vous inquiéter. » Elle m'a expliqué les risques d'une SCI constituée sans garantie sérieuse. Elle m'a expliqué ce qu'est une donation entre vifs et quand elle peut être annulée. Elle m'a expliqué l'action en réduction. Elle m'a expliqué qu'une procuration trop large peut permettre à quelqu'un d'agir à votre place sur vos comptes et vos biens. Elle m'a donné une liste de choses à faire et de choses à ne pas faire. Je suis sortie de ce bureau dans l'air froid de novembre avec quelque chose que je n'avais pas eu depuis longtemps. Un plan. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous vous reconnaissez dans ce que je viens de raconter, cette sensation de perdre pied progressivement, de douter de vous-même, de voir vos liens disparaître un par un, restez avec moi. Parce que la suite va vous montrer que ça ne se termine pas comme ça. Pas dans mon histoire. Laissez un pouce en l'air si vous êtes là, abonnez-vous pour ne rien rater. Parce que ce qui vient ensuite, personne ne l'a vu venir. Ni Sébastien, ni Julien, ni moi, jusqu'à ce que je décide que c'était le moment. Dans les 3 mois qui ont suivi ce rendez-vous avec Maître Fontaine, j'ai fait des choses silencieusement, méthodiquement. Avec la même patience que j'appliquais à mes préparations de leçons quand j'étais institutrice, chaque étape dans l'ordre, chaque détail vérifié. J'ai d'abord récupéré tous mes relevés bancaires des 3 dernières années et je les ai photocopiés. Je les ai déposés chez Hélène, ma sœur, qui habite à Lyon dans le quartier de la Croix-Rousse depuis 30 ans. Hélène n'avait jamais aimé Sébastien. Elle me l'avait dit une fois, prudemment, et j'avais changé de sujet. Je lui ai tout dit ce soir-là au téléphone, et j'ai entendu un soupir qu'elle retenait depuis des mois. J'ai pris des photos de tous les documents qui concernaient mon appartement. L'acte de propriété, les diagnostics immobiliers, les dernières quittances de charges de copropriété. J'ai photographié aussi les papiers de la succession de ma mère, qui m'avait laissé une petite somme en 1998. Cette somme était sur un livret A séparé que je n'avais jamais mentionné à personne. J'ai consulté Maître Lecomte, le notaire qui avait fait l'acte d'achat de mon appartement en 1989 et qui exerçait toujours dans le 12e arrondissement. Un homme de 75 ans, cheveux blancs, manière d'une autre époque, mais d'une honnêteté absolue que j'avais apprise à mesurer sur 30 ans. Je lui ai posé des questions précises sur la SCI que Sébastien proposait. Il a sorti ses lunettes, il a écouté et il a dit avec sa voix égale et posée « Si cette SCI est constituée comme vous le décrivez, Madame Mirel, vous perdriez le contrôle de votre appartement dans l'année. La structure juridique est conçue pour vous exclure progressivement de la gérance. » J'ai demandé si ça s'était déjà vu. Il a dit « Plus souvent que vous ne le croyez. » J'ai aussi appelé l'association ALMA, Allo Maltraitance des personnes âgées, pour comprendre les recours disponibles. La dame qui m'a répondu était calme, compétente, sans aucune condescendance. Elle m'a orientée vers une assistante sociale de la mairie du 12e qui m'a reçue la semaine suivante et qui a pris note de ma situation. Pendant tout ce temps, je continuais à voir Julien et Sébastien normalement. Je préparais le déjeuner du dimanche comme avant, un pot-au-feu un dimanche de décembre avec la viande que j'achetais depuis 20 ans chez le boucher de la rue de Charonne, des légumes du marché d'Aligre du vendredi. Je souriais, j'écoutais, je répondais aux questions. Et intérieurement, je notais, je photographiais, je classais. Quand Sébastien a mentionné une nouvelle fois le notaire de Boulogne-Billancourt et les documents à signer, j'ai dit que j'avais pris rendez-vous avec mon propre notaire pour réviser mes dispositions testamentaires. J'ai vu quelque chose passer dans ses yeux, une fraction de seconde, avant que le sourire revienne. Il a dit que c'était très sage. Julien a regardé ses mains, je les regardais. En février, Julien m'a demandé de le rejoindre pour un déjeuner à Vincennes, dans un restaurant du bord de la forêt. Juste lui et moi, sans Sébastien. J'ai cru un moment que c'était le signe que j'attendais.
qu'il allait me dire quelque chose, qu'il avait compris. Il avait l'air gêné tout le repas. Il a commandé une entrecôte et il l'a à peine touchée. Et puis, en finissant son café, il m'a dit « Maman, Sébastien pense qu'il serait mieux que tu penses à déménager dans quelque chose de plus pratique pour toi. Un appartement avec ascenseur, moins grand, et ton appartement actuel, ça permettrait de créer quelque chose de bien pour nous tous. » J'ai posé ma tasse de café. J'ai regardé mon fils. 42 ans, les yeux de son père, incapable de me regarder directement ce jour-là. J'ai dit « Qui a dit que j'avais besoin d'un appartement plus pratique ?» Il a dit « C'est juste une idée. C'est Sébastien qui… » J'ai dit « Je sais que c'est Sébastien. » Il y a eu un silence. Le bruit du restaurant autour de nous, les couverts, les conversations, l'odeur de viande grillée et de pommes de terre sautées. J'ai dit « Et qu'est-ce que tu penses, toi, Julien ? Pas Sébastien ? Toi ?» Il n'a pas répondu. Il a regardé par la fenêtre, vers la forêt. Et j'ai compris, ce jour-là, que mon fils avait fait un choix. Pas un choix brutal, pas un choix conscient peut-être, mais un choix. Il avait choisi de se taire plutôt que de me défendre. Il avait choisi la paix de son couple plutôt que la justice pour sa mère. Il avait choisi. Je ne suis pas montée dans sa voiture pour rentrer à Paris ce soir-là. J'ai dit que j'avais des courses à faire et j'ai pris le RER. 2 semaines plus tard, il y a eu la signature. J'avais dit à Maître Fontaine que Sébastien allait bientôt forcer les choses. Elle avait dit « Quand il le fera, ne signez rien, mais ne le montrez pas non plus. Laissez-le croire qu'il avance. » Sébastien m'a apporté les documents un soir avec Julien. Les statuts de la SCI familiale, une procuration générale, une promesse de donation entre vifs de la moitié de l'appartement. Il avait tout posé sur ma table, souriant, expliquant chaque document avec la pédagogie de quelqu'un qui pense avoir affaire à une personne qui ne comprend pas bien. Maître Gauthier avait tout préparé, c'était simple, c'était dans mon intérêt. J'ai pris les documents. Je les ai lus lentement. Sébastien avait cessé de sourire. Il attendait. Julien regardait ses mains. J'ai dit que j'allais les lire tranquillement et les faire regarder par mon notaire avant de signer quoi que ce soit. J'avais les droits de le faire, légalement et humainement. Sébastien a dit que ça ne servait à rien, que tout était parfaitement en ordre, que mon notaire n'était pas spécialisé dans les SCI familiales. J'ai dit que je voulais quand même lui soumettre. Sébastien a changé de ton. Pas brutalement, subtilement, comme une pièce qui perd sa lumière sans qu'on ferme complètement les volets. Il a dit « Françoise, je pense que tu ne réalises pas la chance que tu as qu'on s'occupe de ça pour toi. Beaucoup de gens dans ta situation sont seuls pour gérer ce genre de choses. » J'ai entendu la menace dans ces mots. Beaucoup de gens dans ta situation. Comme si j'avais une situation. Comme si j'étais défaillante. J'ai souri. J'ai dit « Je vous appelle quand j'ai lu avec mon notaire. Ils sont partis. » Et cette nuit-là, assise dans mon fauteuil près de la fenêtre du salon, avec la lumière du boulevard qui filtrait à travers les volets, j'ai photocopié chacun de ces documents avant de les remettre dans l'enveloppe qu'il m'avait laissée. J'ai envoyé les photos à Maître Fontaine par mail chiffré qu'elle m'avait indiqué. Et j'ai appelé Hélène, à Lyon. Hélène a dit une seule chose. « Il est temps, Françoise. » Oui, il était temps. Ce dont je n'avais pas encore parlé à Hélène, c'est ce que j'avais appris sur Sébastien depuis 2 mois. J'avais trouvé le nom de Delphine, son ex-femme, via un article de presse spécialisé dans le droit des affaires. Un litige où son nom apparaissait en marge dans une affaire de société liquidée. J'avais cherché. J'avais trouvé un profil sur un réseau professionnel. J'avais demandé à Maître Fontaine si elle pouvait la contacter dans un cadre légal, pour savoir si Delphine accepterait de témoigner. Delphine avait accepté. Elle avait tout de suite accepté. Et ce qu'elle avait raconté à Maître Fontaine était exactement ce que j'avais vécu, mais appliqué à son appartement à elle, dans le 8e arrondissement, avec exactement les mêmes méthodes, la même progression, les mêmes formules, le même sourire. Elle avait signé des documents qu'elle n'avait pas compris entièrement. L'appartement avait été hypothéqué. La société avait englouti les fonds. Elle avait mis 3 ans à remettre ses finances en ordre. Elle avait dit à Maître Fontaine « Si j'avais su qu'il recommençait, j'aurais fait quelque chose. Dites à votre cliente de ne pas hésiter. » Je n'hésitais plus. Et puis, il y a eu le mardi de juillet, l'abandon sur la route. J'avais proposé à Julien de l'accompagner voir une maison de famille dans l'Essonne, une maison qui avait appartenu à mon père et que nous envisagions de vendre depuis longtemps. C'était Sébastien qui avait suggéré ce déplacement. Je savais que c'était un prétexte, mais j'y suis allée parce que je voulais voir jusqu'où ils iraient. Julien m'a conduite. Sébastien n'était pas là.
Absent pour des raisons professionnelles, disait Julien. Dans la voiture, Julien était silencieux. Quand nous sommes arrivés près de la maison, il s'est arrêté à l'entrée d'un chemin rural et il a dit qu'il devait passer un coup de fil urgent, que j'allais voir le terrain pendant ce temps. Je suis descendu. J'ai fait quelques pas. J'ai entendu le moteur redémarrer. Je me suis retourné. La voiture de Julien s'éloignait. Il ne s'est pas arrêté. 5 heures de marche. Juillet. La chaleur sur les champs, les insectes, mes genoux, mes sandales. Et dans ma tête, pendant ces 5 heures, une seule pensée qui tournait. Il a fallu que ça arrive pour que je sache vraiment. Quand je suis arrivé devant mon immeuble, épuisé, les pieds en sang, et que j'ai vu le camion de déménagement, j'ai compris. Ils avaient profité de mon absence pour vider l'appartement. Ils avaient une clé. Julien avait un double depuis des années. Ils avaient pensé que j'allais rentrer dans quelques heures dans un appartement vide et que j'allais m'effondrer. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que j'avais un téléphone et que le premier numéro que j'ai composé, debout sur le trottoir, avec les 2 déménageurs qui me regardaient étonnés, c'était celui de Maître Fontaine. Elle a décroché à la 2e sonnerie. J'ai dit « c'est maintenant ». Elle a dit « j'ai tout prêt. L'huissier peut être là dans 40 minutes. Ne bougez pas ». Je suis allée m'asseoir sur les marches de l'entrée de l'immeuble. Madame Rousseau, la voisine du 3e, est sortie et m'a regardée avec ses yeux vifs de femme de 78 ans qui ne perd rien. Elle a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit la vérité, simplement, sans pleurer. Elle a dit « c'est cochon ». Elle est rentrée et elle est revenue 5 minutes plus tard avec un verre d'eau et ses propres clés de l'immeuble pour me permettre d'aller me laver les pieds. Elle avait vu des choses depuis hier matin. Elle allait témoigner. Maître Henri Duval, huissier de justice, est arrivé à 17h30 dans sa voiture sombre et avec sa mallette. Il a constaté officiellement et par procès verbal ce qu'il voyait, le camion de déménagement, les meubles qu'il pouvait identifier grâce aux photos que j'avais prises de mon intérieur 3 semaines plus tôt en prévision, et l'état de l'appartement. Madame Rousseau a témoigné devant lui. La concierge de l'immeuble, Madame Ferreira, qui avait vu arriver le camion à 14 heures avec Sébastien présent, a témoigné aussi. Sébastien était là, à l'appartement. Il m'a regardé arriver avec Maître Duval et il a eu un sourire. Le même sourire. Il a dit « Françoise, je t'expliquerai tout. Il ne faut pas dramatiser. » Maître Duval a dit « Monsieur, je suis huissier de justice mandaté par Maître Fontaine pour constater la situation de cet appartement. Je vous demande de ne pas interférer avec ma mission. » Le sourire de Sébastien n'a pas disparu tout de suite. Il a mis 2 secondes. 2 secondes qui valaient toutes les autres. Puis il a appelé Julien. Et moi, pendant qu'il appelait, je suis entrée dans mon appartement pour la première fois en 120 heures. Mon appartement vide. Le parquet qui grinçait dans le couloir, les moulures au plafond, la lumière de fin d'après-midi par les fenêtres. Ils avaient emporté presque tout. Mais ils n'avaient pas emporté les murs. Ils n'avaient pas emporté les documents que Maître Fontaine avait en sa possession depuis 2 mois. Ils n'avaient pas emporté les témoignages de Delphine, de Madame Rousseau, de Madame Ferreira, d'Arnaud le collègue, du notaire Lecomte. Et ils n'avaient pas emporté ce que j'avais découvert il y a 6 semaines, en faisant vérifier les statuts de la SCI que Sébastien avait fait préparer par Maître Gauthier. Je me suis retournée vers Sébastien. J'ai dit « Sébastien, j'ai quelque chose pour toi. » Et j'ai sorti de mon sac l'enveloppe que Maître Fontaine m'avait remise la veille. Une assignation en justice, tribunal judiciaire de Paris, plainte pour abus de confiance, tentative de fraude et faux en écriture, déposée auprès du procureur de la République, avec en annexe les documents qu'il m'avait fait signer, et les traces qui montraient que certains ne correspondaient pas exactement à ce qu'il m'avait présenté. Je lui ai tendu l'enveloppe. Il ne l'a pas prise. J'ai dit « Elle est à ton nom. Tu peux vérifier. » Julien est arrivé 20 minutes plus tard, hors d'haleine, le visage défait. Il m'a regardé dans l'appartement vide. Il a regardé l'huissier qui finissait son procès-verbal. Il a regardé Sébastien qui avait les mâchoires serrées et les yeux qui cherchaient de partout un moyen de sortir. Mon fils m'a dit « Maman, je peux t'expliquer. » Je l'ai regardé. Mon fils, 42 ans, les yeux de son père. J'ai dit « Je sais que tu peux, mais tu aurais dû expliquer avant. » Et je suis allée chez Madame Rousseau attendre que l'huissier ait fini. Cette nuit-là, j'ai dormi dans le studio qu'Hélène loue à Paris pour ses passages dans la capitale. Elle m'avait donné le code de la boîte à clés le mois précédent, en prévision.
Une pièce avec une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure dans le 11e arrondissement. Le lit était petit et le matelas ferme. J'ai dormi profondément pour la première fois depuis des mois. L'odeur de Paris nocturne par la fenêtre entr'ouverte, le bitume, une vague trace de jasmin depuis un balcon quelque part, la fraîcheur particulière des nuits d'été dans une ville de pierre. J'avais mal aux pieds, mal aux genoux, et j'avais l'esprit parfaitement clair. Dans les semaines qui ont suivi, les choses se sont mises en place avec la précision d'une mécanique bien huilée. Maître Fontaine travaillait. Maître Lecomte, le notaire du 12e, avait examiné les statuts de la SCI et avait confirmé par écrit ce qu'il m'avait dit oralement. La structure était conçue pour me retirer le contrôle de mon appartement dans un délai de 18 à 24 mois. Ces conclusions étaient claires, rédigées en termes juridiques précis, et elles constituaient une pièce à charge de première valeur. L'enquête de Maître Fontaine avait également mis en lumière des éléments que je n'avais pas encore dans mon dossier. Les relevés de compte que j'avais photocopiés, croisés avec les relevés que j'avais obtenus légalement via une ordonnance du tribunal, révélaient des virements réguliers depuis mon compte joint, un compte que j'avais eu avec Gérard, mon ex-mari, et que j'aurais dû fermer depuis longtemps, mais que j'avais gardé ouvert par inertie. Sébastien avait obtenu de Julien l'accès à ce compte. Sur 3 ans, les virements s'élevaient à 47 300 €, vers un compte au nom d'une société, Ravel Conseil, société par action simplifiée, dont Sébastien était le seul associé. 47 300 €, prélevés progressivement, par petits montants qui ne déclenchaient les pas d'alerte, sur 3 ans. De l'argent que j'avais économisé pendant des décennies d'enseignement, de correction de cahiers, de nuits sans dormir. Maître Fontaine avait contacté la Direction générale des finances publiques pour signaler l'existence de Ravel Conseil et demander un contrôle fiscal. La société avait déclaré des activités de conseil en organisation d'entreprise, mais aucun client identifiable n'avait pu être trouvé. Les dépenses de la société étaient essentiellement personnelles. Voyages, restaurants, vêtements, un séjour de 2 semaines à Nice au mois d'août de l'année précédente dans un établissement à 420 € la nuit. Il y avait aussi Maître Gauthier, le notaire de Boulogne-Billancourt que Sébastien m'avait présenté comme son notaire de confiance. L'ordre des notaires avait reçu une plainte de Delphine, l'ex-femme, datant de 4 ans. Plainte qui avait été classée sans suite faute de preuves suffisantes à l'époque. Avec les éléments que Maître Fontaine avait rassemblés dans mon dossier, la plainte était rouverte et complétée. Pendant tout ce temps, Sébastien tentait de me joindre. Des messages que je ne lisais pas, des appels que je ne prenais pas. Il avait essayé de passer chez moi, mais j'avais fait changer la serrure le lendemain du camion de déménagement et Madame Rousseau avait pour instruction de ne lui ouvrir la porte de l'immeuble en aucun cas. Julien aussi avait essayé. 6 messages en 2 semaines, puis 3, puis 1 par semaine. Je ne répondais pas par cruauté, par clarté. Il m'avait abandonné sur une route de l'Essonne. Il avait laissé vider mon appartement. Il avait signé les statuts de cette SCI sans me le dire. Son nom était sur les documents. Ses choix avaient un poids. Ce poids lui appartenait. Arnaud, le collègue de Sébastien qui m'avait contacté par l'intermédiaire de Maître Fontaine, est venu témoigner un après-midi dans son cabinet. Il s'était assis avec raideur sur la chaise, les mains croisées sur la table, et il avait dit « Je travaille avec Sébastien depuis 15 ans. J'ai vu comment il fonctionne. Il choisit des gens qui ont confiance, il entre doucement, et à un moment, il tient les fils. Avec vous, c'est l'appartement. Avec Delphine, c'était le sien. Avant vous, il y a eu une autre femme, à Bordeaux, mais je n'ai pas de détails. J'aurais dû parler plus tôt. Maître Fontaine a dit que ce n'était pas trop tard. Hélène est venue de Lyon début août pour passer quelques jours avec moi. Elle avait apporté un tian de légumes provençaux dans un plat en terre qu'elle avait mis dans le coffre de sa voiture, et une bouteille de Côte-du-Rhône que nous avons bu ce soir-là à la table de la cuisine du studio du 11e arrondissement. Nous avions mangé et parlé jusqu'à minuit, et à un moment, Hélène m'a dit « Tu sais ce que j'admire chez toi, Françoise, c'est que tu n'as pas pleuré quand il t'attendait. Tu as pleuré quand c'était utile et tu as agi quand il le fallait. » Je lui ai dit « J'ai appris de 38 ans d'institutrice. Quand un enfant te teste, tu ne pleures pas devant lui, tu tiens et tu agis en dehors de sa présence. » Elle a ri. Ça m'a fait du bien d'entendre son rire. Sébastien, de son côté, construisait sa contre-offensive. Il avait trouvé un avocat, Maître Pichot, dont la réputation dans les milieux du contentieux familial était ambivalente. Et ils avaient tenté une stratégie préventive,
déposer une plainte contre moi pour diffamation en argumentant que les accusations de Maître Fontaine portaient atteinte à son honneur. Cette stratégie, Maître Fontaine l'avait anticipée. Elle avait préparé une réponse point par point, étayée par les pièces au dossier. La plainte pour diffamation a été classée sans suite en moins de 3 semaines. Le procureur avait estimé qu'en présence de preuves documentées, il n'y avait pas de diffamation, mais de faits établis. Sébastien a appelé Julien après ça. J'ai su par Hélène, qui avait gardé des contacts avec certains membres de la famille élargie, que cette conversation avait été violente. Sébastien avait dit à Julien que c'était sa faute, qu'il n'avait pas bien géré sa mère, qu'il aurait dû être plus ferme. Ce vocabulaire, gérer sa mère, disait tout de la façon dont Sébastien avait toujours considéré les gens autour de lui. Julien, j'ai appris, avait raccroché. Premier signe que quelque chose se fissurait de son côté. Mais il était trop tard pour que ça change quoi que ce soit entre lui et moi. La date du tribunal judiciaire de Paris était fixée au 22 septembre, un jeudi. Chambre correctionnelle, salle d'audience au palais de justice, l'odeur caractéristique de ces bâtiments anciens, bois verni, papier, une légère humidité de vieux murs qui ont absorbé des milliers d'histoires. J'étais arrivé tôt. Maître Fontaine était à ma gauche, élégante dans son tailleur sombre, ses dossiers parfaitement organisés devant elle. Je portais ma veste bleu marine, celle que je mettais autrefois pour les réunions de parents d'élèves importantes. Sébastien est entré avec Maître Pichot. Il avait l'air reposé, ou il faisait semblant de l'avoir. Il m'a regardé en entrant, et il y a eu une fraction de seconde où quelque chose a vacillé dans son regard. Juste une fraction. Puis il a regardé ailleurs. La séance a duré 4h30. Maître Fontaine a présenté les faits dans l'ordre, avec la précision d'une architecte. Les virements de 47 300 € sur 3 ans. Chacun daté, chacun référencé, chacun corrélé avec une dépense de Ravel Conseil identifiée. La SCI frauduleuse, avec les statuts annotés par Maître Lecomte. Les faux en écriture, des documents que j'aurais soi-disant signés et dont les signatures ne correspondaient pas à d'autres documents datés de la même période. Le témoignage écrit de Delphine, le témoignage d'Arnaud, le procès-verbal de Maître Duval, l'huissier constatant le déménagement forcé du 23 juillet, et la déclaration de Madame Rousseau, 78 ans, qui avait vu Sébastien superviser le déménagement le jour en question, alors qu'il prétendait dans ses déclarations initiales ne pas être présent. Pour chaque élément, Maître Pichot tentait une objection. Pour chaque objection, Maître Fontaine sortait une pièce supplémentaire. C'est ce que ça fait, 47 ans d'expérience en droit de la famille, on a toujours un document de plus. Au milieu de la séance, quand les virements ont été exposés un par un sur le grand écran de la salle d'audience, j'ai vu Sébastien se pencher vers Maître Pichot et lui murmurer quelque chose. Maître Pichot a secoué la tête légèrement. Sébastien s'est redressé. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il n'avait plus de sourire. Il n'avait plus de charme. Il avait juste un homme de 54 ans, assis sur une chaise en bois, avec des documents qui le contredisaient point par point et aucun endroit où aller. Je pensais que ce moment me donnerait une satisfaction flamboyante. Il m'a donné quelque chose de plus calme, une paix tranquille, comme quand on résout un problème de mathématiques qui résistait depuis longtemps. La solution est là, elle a toujours été là. Il fallait juste chercher avec la bonne méthode. Julien était dans la salle. Il s'était assis au fond, seul. Il n'était pas prévenu avec Sébastien. Il avait sa propre avocate maintenant, une jeune femme qui avait dû lui expliquer que sa signature sur les statuts de la SCI et sur la promesse de donation le rendait complice au sens légal du terme. Pas coupable de tout, mais complice de certains actes. À la pause de midi, il s'est approché de moi dans le couloir. Maître Fontaine était à quelques mètres. Julien m'a regardé et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, de la honte vraie. Il a dit « Maman, je suis désolé. J'ai attendu un moment. J'ai dit « Je sais que tu l'es. » Il a dit « Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut essayer de… » J'ai dit « Julien, je sais que tu regrettes. Les regrets n'effacent pas ce que tu as choisi de faire. Et tu as choisi. À Vincennes quand tu n'as pas répondu à ma question. Quand tu as signé les statuts. Quand tu as démarré ta voiture sur cette route et que tu es parti. Chaque fois tu as choisi. Moi aussi j'ai choisi maintenant. Et mon choix, c'est d'avancer sans toi. » Il n'a rien dit. Ses yeux étaient brillants. Ce n'était pas le moment où j'ai eu envie de le prendre dans mes bras. C'était le moment où j'ai compris que certaines larmes arrivent trop tard pour changer quoi que ce soit.
La douleur de mon fils, en cet instant, était réelle. Mais ma propre douleur avait duré des années. Et personne ne l'avait arrêtée. Je suis retournée dans la salle d'audience. Le jugement a été rendu 6 semaines plus tard. Sébastien Ravel a été reconnu coupable d'abus de confiance, de faux et usage de faux et de tentative de fraude. La peine prononcée était de 2 ans d'emprisonnement avec sursis. Les juges avaient tenu compte de l'absence de casier judiciaire, malgré l'incident avec l'appartement de Delphine que les avocats avaient mentionné en contexte et de ce que Maître Pichot avait plaidé comme facteurs atténuants. Il était condamné à me rembourser les 47 300 €, plus les intérêts légaux calculés sur 3 ans, soit au total 52 880 €. Ces biens avaient été saisis conservatoirement par le huissier en cours de procédure. Un appartement locatif dans le 14e arrondissement qu'il possédait en propre. Propriétaire, lui qui se disait locataire pour inspirer de la sympathie, était sous saisie immobilière. Ravel Conseil faisait l'objet d'un redressement fiscal pour l'ensemble des dépenses personnelles passées en frais de société. La note fiscale s'annonçait considérable. Maître Gauthier, le notaire de Boulogne-Billancourt, avait fait l'objet d'une procédure disciplinaire devant le Conseil régional des notaires. Sa chambre avait conclu à des manquements professionnels graves dans la rédaction des statuts de la SCI et dans la préparation de la promesse de donation. Il était suspendu de l'exercice de sa profession pour une durée de 18 mois avec une amende de 30 000 €. Sébastien n'était plus cadre dans son cabinet de conseil. Ses collègues avaient été informés par la presse spécialisée. Les condamnations au tribunal judiciaire de Paris sont publiques. Dans les réseaux professionnels où le nom compte autant que le résultat, perdre ce nom, c'est perdre tout. Il cherchait du travail. Personne ne savait encore s'il en trouverait. Pour Julien, les conséquences avaient été d'une autre nature. Sa signature sur les documents de la SCI l'avait exposé à une responsabilité solidaire sur une partie des sommes détournées. Il avait dû rembourser 7 200 €. Son avocate lui avait évité le pire, mais l'exposition avait suffi. Des amis communs que nous avions, des gens que nous fréquentions depuis des années, des couples qui venaient parfois dîner rue du Faubourg Saint-Antoine, avaient appris ce qui s'était passé. Certains s'étaient éloignés. Pas tous, mais assez pour que le silence autour de lui soit devenu pesant. Il m'avait envoyé un long message en octobre. Je l'ai lu. Je ne lui ai pas répondu. Pas par vengeance, par choix clair. Il n'y avait rien que je puisse lui dire qui l'aide vraiment. Ce qu'il devait traverser, il devait le traverser seul. C'est ainsi que fonctionnent les conséquences. Elles appartiennent à celui qui a fait les choix. Il avait peut-être changé. C'était possible. Les gens changent, parfois, quand la douleur est suffisamment réelle. Mais je n'étais pas là pour vérifier. Ce n'était plus mon rôle. J'avais été institutrice pendant 38 ans. J'avais passé ma vie à aider les gens à apprendre de leurs erreurs. Mais mon fils n'était plus mon élève, et moi je n'étais plus disponible pour enseigner à ceux qui m'avaient abandonné sur une route de l'Essonne. Mes meubles m'avaient été restitués, la plupart. 2 pièces avaient été endommagées lors du transport. Le huissier avait documenté les dommages et j'avais obtenu un dédommagement supplémentaire de 4 600 €. Mon canapé Bordeaux était revenu dans le salon, légèrement rayé à l'un des pieds. Je le regarde parfois et cette rayure me fait sourire maintenant. C'est la marque de leur échec, pas de ma perte. L'appartement m'appartient entièrement. Il m'a toujours appartenu entièrement. Aucun document signé n'a jamais eu de valeur légale parce que les faux ont été détectés à temps. Maître Lecomte a enregistré un testament renouvelé avec des dispositions claires. L'appartement ira à Hélène et à sa fille Camille, pas à Julien. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la cohérence. Maintenant, je vis à Paris, rue du Faubourg Saint-Antoine, 4e étage, les mêmes moulures au plafond et le même parquet qui grince dans le couloir. Le matin, je descends à la boulangerie du coin. Monsieur Bécry fait les meilleurs croissants du quartier et il me réserve toujours une baguette tradition quand j'arrive avant 9 h. Je remonte, je prépare mon café allongé, je lis Le Monde ou Libération selon l'humeur, j'écoute France Inter. Le jeudi matin, je retrouve Régine, Yvette, Claudette, Marie-Hélène et Joël pour la marche. Nous faisons le tour du bois de Vincennes, en 2 heures d'environ selon le tempo de chacune. Nous parlons de tout et de rien, de nos enfants, de la politique, des films que nous avons vus, des livres que nous lisons. Yvette a découvert une romancière algérienne qu'elle m'a prêtée. J'ai passé 2 nuits à la lire d'une traite. Ces femmes m'ont manqué pendant les 2 ans où Sébastien avait réussi à m'en éloigner.
Elles ne m'ont posé aucune question sur les raisons. Elles m'ont juste accueillie, comme si j'avais toujours été là. Je me suis inscrite à un cours de peinture aquarelle dans un atelier du 11e arrondissement. Un petit atelier, au fond d'une cour pavée, animé par un homme de 50 ans qui s'appelle Laurent et qui enseigne avec la même patience tranquille que j'avais pour mes élèves autrefois. Je suis nulle en aquarelle pour l'instant. Je m'améliore. C'est agréable d'être nulle dans quelque chose et de ne pas en avoir honte. Au mois de mai, j'ai fait ce voyage en Bretagne que j'avais repoussé depuis 20 ans, avec Hélène et Camille, sa fille. Nous avons loué un gîte à Douarnenez, 5 jours face à la mer. Les galettes au froment avec andouille et cheddar, le cidre breton, le vent sur les falaises de la Pointe du Raz. Un matin, nous avons mangé des crêpes au beurre dans une crêperie du port en regardant les bateaux de pêche rentrer. Et j'ai pensé que c'était le genre de moment que personne ne peut vous prendre. Pas Sébastien, pas Julien, personne. Je ne pense plus à eux tous les jours. Les premiers mois, si, la pensée revenait comme une douleur fantôme. Maintenant, c'est plus rare. Et quand ça revient, ce n'est plus de la douleur. C'est une constatation froide. Il y a eu des gens dans ma vie qui ont fait de mauvais choix. Ces choix ont eu des conséquences. L'histoire est terminée. Ce qui reste, c'est ma vie. 67 ans, ce n'est pas la fin. C'est une lumière différente. La lumière de fin d'après-midi qui entre en biais par mes fenêtres de la rue du Faubourg Saint-Antoine, qui tombe sur le parquet, qui dessine des rectangles de soleil sur les lames de bois. Je m'assieds parfois dans ce soleil avec mon livre ou mon café, et je pense à ce que j'ai construit. J'ai construit 162 trimestres de retraite, une par une, leçon après leçon. J'ai construit un appartement qui vaut aujourd'hui 360 000 €, pierre après pierre, traite après traite. J'ai construit un réseau d'amis qui marchent avec moi le jeudi matin depuis 20 ans. J'ai construit une relation avec une sœur qui a répondu au téléphone à minuit sans me poser de questions et qui est venue de Lyon avec un plat de légumes dans le coffre de sa voiture. Et j'ai construit, ces dernières années, quelque chose que je n'attendais pas à cet âge. La capacité de me battre. Pas à coups de poing, à coups de documents, de preuves, de notaires et d'avocates et d'huissiers. À coups de patience et d'observation et de cahiers bleus à spirale remplis de dates et de faits. J'ai appris 3 choses que je veux vous dire aujourd'hui. La première, les droits ne servent à rien si on ne les connaît pas. Le système juridique français est complexe, parfois lent, souvent épuisant, mais il existe. Il a des outils. La plainte pour abus de confiance existe. L'action en réduction de la donation entre vifs existe. L'huissier qui constate les faits officiellement existe. L'avocat spécialisé qui connaît ces outils existe. Connaissez vos droits. Ne laissez personne vous dire que vous n'en avez pas. La deuxième, aimer quelqu'un ne vous oblige pas à accepter ce qu'il vous fait. J'aimais Julien. Je l'aime encore, d'une façon ou d'une autre. L'amour ne disparaît pas aussi vite qu'on le croit. Mais aimer quelqu'un ne signifie pas effacer ce qu'il a choisi de faire. Il a choisi. Je l'ai laissé vivre avec ses choix. C'est une forme de respect, paradoxalement. La troisième, comprendre le mal n'est pas le pardonner. Je comprends Sébastien. Je comprends d'où vient sa façon d'être. Le gamin de Béziers qui s'est senti humilié. L'homme qui a transformé sa blessure en système de prédation. Je comprends tout ça. Et cette compréhension n'efface rien. Elle ne réduit pas d'1 centime les 47 300 € volés. Elle ne raccourcit pas d'1 heure les 5 heures de marche sous le soleil de juillet. La compréhension est une chose. La justice en est une autre. On peut avoir les deux. Il y a une chose de plus que je veux vous dire. Ma mère m'a élevée avec l'idée que les femmes de notre génération doivent tenir. Tenir pour les enfants, tenir pour la famille, tenir pour ne pas faire de vagues. Je crois qu'elle n'avait pas tort dans le fond, mais elle avait tort sur ce que signifie tenir. Tenir ne veut pas dire accepter. Tenir veut dire rester debout assez longtemps pour pouvoir agir. Ce sont 2 choses très différentes. Je ne suis pas une victime qui a survécu. Je suis une femme qui a observé, qui a rassemblé ses forces, qui a construit son dossier et qui a agi au moment qu'elle avait choisi, pas au moment qu'ils avaient choisi pour elle. Aujourd'hui, c'est un dimanche de novembre. La lumière est grise dehors, le même gris particulier de Paris en automne, un gris qui n'est pas triste, qui est habité, qui contient quelque chose de vivant. J'ai mon café allongé devant moi. Sur la table, il y a le livre que j'ai emprunté à Yvette, mon agenda de la semaine avec la marche du jeudi et l'atelier de peinture du mercredi soir, et la carte postale que Hélène m'a envoyée depuis Montpellier où elle passe quelques jours.
Il y a aussi, posé dans un coin, le cahier bleu à spirale. Je ne l'utilise plus pour noter des dates et des faits. J'y note autre chose maintenant. Des impressions, des idées, des phrases qui me plaisent dans les livres que je lis. Le cahier a changé de fonction. Il est devenu quelque chose de plus doux. L'appartement autour de moi a son odeur ordinaire. Le café, la cire que j'ai passée sur le parquet samedi, une légère trace de la tarte aux pommes que j'ai préparée vendredi soir avec les pommes du marché d'Aligre. Dans le couloir, le parquet grince. Les moulures au plafond filtrent la lumière grise de novembre. 32 ans dans cet appartement. Il a traversé mon divorce, l'adolescence de Julien, sa majorité, son départ, mes années seules, mes années de retraite. Il a traversé Sébastien. Il est encore là. Je suis encore là. Ce n'est pas anodin d'être encore là. Et si vous regardez cette vidéo et que vous reconnaissez quelque chose, dans votre vie, dans celle de quelqu'un que vous aimez, je veux que vous entendiez ceci. Vous avez des droits. La loi française est de votre côté quand on vous vole, quand on vous ment, quand on vous manipule avec des documents que vous n'avez pas bien compris. Il existe des avocats, des notaires honnêtes, des huissiers, des associations. Il existe des recours. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes seul face à ça. Et pour votre enfant, votre frère, votre sœur qui se tait pendant que vous souffrez, sachez que leur silence a un prix, pas le prix que vous décidez dans la colère. Le prix réel, légal, proportionnel, celui que la justice peut évaluer. Vous avez le droit de fermer des portes, vous avez le droit de ne pas les rouvrir, vous avez le droit de construire votre vie avec les personnes qui le méritent et de laisser les autres vivre avec leurs choix. Le pardon est une option. La liberté est une nécessité. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a réveillé, si elle vous a donné envie de parler de quelqu'un que vous connaissez, laissez un commentaire en bas. Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, ou peut-être de Bruxelles, de Genève, de Montréal. Vous êtes nombreuses et nombreux dans les communautés francophones, et ces histoires, elles résonnent partout où on parle français et où on a des familles et des maisons et des vies à protéger. Mettez un pouce en l'air si la justice de cette histoire vous a fait du bien. Abonnez-vous, activez la clochette, parce que je reviendrai avec d'autres histoires. Des histoires de femmes qui ont décidé que ce n'était pas fini, qui avaient raison. La prochaine fois, une femme de 64 ans à Marseille. Une maison au bord de la Méditerranée, une famille qui l'a encerclée et un document qu'elle a refusé de signer. La suite était spectaculaire. Et maintenant, pour finir, je veux juste vous dire une chose. Pas pour vous consoler, pas pour vous promettre que tout ira bien, pour vous dire ce qui est vrai. Cette route de l'Essonne, en juillet, sous le soleil, j'ai marché 5 heures, et à chaque pas, je savais que j'allais rentrer, que j'avais tout ce qu'il me fallait, que leur plan avait un défaut fondamental. Ils avaient sous-estimé ce que 38 ans d'institutrice apprennent à une femme sur la patience, sur l'observation et sur le moment exact où il faut agir. Ne vous laissez pas sous-estimer. C'est leur erreur la plus coûteuse. À bientôt.